Bonjour, je m'appelle Esther Saldana Berthaud. Je suis professeure au lycée Jules Ferry de Versailles. Je suis actuellement en... Je demande une mutation pour l'Académie de Bordeaux et j'enseigne également à l'Université de Pau au CRL, au Centre de ressources de langue. Et ma spécialité, ce sont plutôt les femmes du début du XXe siècle. Parfait. Alors, commencez par nous dire quel est le titre de votre thèse, en quelle année vous l'avez soutenue, dans quelle université et sous la direction de qui? Alors, le titre de ma thèse, c'est Concha Spina du journalisme au roman engagé. Et on avait défini deux dates, 1880-1955. Je l'ai soutenue en décembre 2019 sous la direction de Madame Thion Soriano Moya. Parfait. Alors, avant d'attaquer votre parcours, de parler un peu de est-ce que vous avez vu un parcours classique, j'ai envie de dire banal ou pas, les deux questions du moment, c'est pourquoi l'espagnol et pourquoi prof? Alors, pourquoi l'espagnol? Moi, je suis née à Saint-Jean-de-Luz, donc sur la côte basque. J'ai un papa qui était prof de français à Fontarabie, d'un côté de la frontière, et une maman qui à l'origine était prof d'espagnol et puis qui ensuite a été principale de collège à Hendaye, de l'autre côté de la frontière. Nous, on a toujours été, euh, on a toujours vécu un peu de chaque côté. Et l'espagnol me vient par mon père, puisqu'il lui est de Madrid. Il m'a toujours parlé en espagnol et ma mère toujours en français. Donc vraiment, l'espagnol, c'est De famille. une histoire de famille. Euh, Prof aussi, j'ai envie de dire, même si c'est pas ce que je voulais faire au départ. C'est pas nécessairement une vocation. Je voulais être journaliste, Ah, euh, mais bon, voilà, j'ai passé le CAPES, je l'ai obtenu. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne et puis voilà, ça m'a plu. ah, rétrospectivement, pas de regret? Pas de regret parce que ce qui me ce qui me plaisait, c'était le lien avec les gens. Et alors, bon, bah, c'est vrai que dans notre métier, le lien, il y en a constamment. Moi, j'aime transmettre, mais j'aime beaucoup recevoir aussi ce que les élèves ou les étudiants peuvent m'apporter. Et non, finalement, j'ai aucun regret. Et l'enseignement, la thèse notamment, mais on en parlera, m'a permis aussi de découvrir plein de facettes du métier. Et moi, prof, ce n'est pas juste rester devant la classe, déployer son enseignement et puis fermer la porte et partir. Voilà. Donc, non, non, pas de regret. Bon. Alors, pour votre parcours, donc, est-ce que, je le disais, vous avez un parcours classique avec une licence, une maîtrise, un DEA ou le M1, le M2, puis après le concours, vous avez dit que vous avez passé le CAPES, ou ça a été plus sinueux? Non, moi j'ai un parcours classique, terminal. Alors le lycée, j'ai eu la chance d'être dans une option internationale avec des cours d'histoire et de littérature en espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Et puis ensuite, je suis partie en classe préparatoire à Pau et j'ai intégré la licence LLCE d'espagnol. Voilà. À l'époque, on pouvait passer le CAPES enfin, avec une licence. Oui, c'est Et vrai, c'est ce oui. que j'ai fait. Et voilà, je l'ai obtenu. Donc, j'ai commencé à enseigner et j'ai fait alors je crois que c'était maîtrise et master à l'époque. Euh, je les ai fait en travaillant et je les avais déjà, enfin, j'avais déjà commencé euh, ma maîtrise. Enfin, quand j'ai commencé ma maîtrise, je parlais déjà de Concha Spina. Donc après, ça a été enfin voilà, le travail de thèse a été finalement la suite logique du travail de recherche que j'avais commencé. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Sur quoi portaient vos mémoires de maîtrise, des deux DEA, de M1, M2? Alors, vous allez me dire, bah, sur la même. Alors, bah, pourquoi elle? Alors pourquoi elle? Moi j'étais, alors je me suis posé la question en
Plusieurs fois d'ailleurs. Pourquoi elle? Je me souviens que j'aimais beaucoup la période fin 19e, début 20e en Espagne. Je ne sais plus pourquoi. Est-ce que c'est un cours à la fac qui m'avait passionné, un prof aussi certainement. Mais, euh, mais je me souviens qu'en ouvrant un jour un livre pour travailler des partiels, j'étais tombée sur un nom que je connaissais pas, donc d'une écrivain femme, Concha Espina. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, ils n'en parlent pas beaucoup, qui c'est, je ne la connais pas. Et en me renseignant, je me suis dit, oui, c'est vrai que, en fait, enfin, bon, je la connaissais pas, et puis il n'y avait pas forcément grand-chose. Je sais pas, j'étais curieuse, je ne sais pas pourquoi, ça m'a. euh, euh, elle était, elle est originaire de la Cantabrie. Moi, j'ai passé tous mes étés dans les Asturies à côté. Donc, je me suis dit, tiens, c'est original, ben, un peu par curiosité. Ah, Voilà. ça a commencé comme ça. Ça a Bon, alors, commencé comme ça. pour quelqu'un, pour quelqu'un qui la connaîtrait pas, ou à votre avis, qui la connaîtrait mal, parce que parfois dans l'hispanisme, il y a des figures qu'on connaît, mais c'est bien de faire des tests pour dévitrifier un peu la perception qu'on peut en avoir depuis des biais, etc. Comment vous la présenteriez? Je crois que c'est bon ça. Oui. Alors, Concha Spina, bon, c'est vrai que elle a été un peu. C'est une femme qui a beaucoup écrit. D'abord par nécessité. C'est une maman de 4 enfants, séparée à une époque où ça se faisait pas. Enfin, bon, voilà, c'était pas forcément Ah non, ouais. voilà, la norme. Et donc c'est une femme qui est assez, qui est assez contradictoire parce que voilà, très engagée auprès des plus opprimés de la société de l'époque, début 20e, en même temps très catholique, profondément croyante et fervente. Et, euh, et ce qu'il a fait un peu, bon, ce qui a participé à la laisser un petit peu de côté, ça a été alors dans un premier temps parce que c'était une femme et qui écrivait, et dans un deuxième temps parce qu'elle a adhéré aux idées phalangistes. Et voilà. Donc ça a posé problème et ça pose encore un peu problème, même si on en reparle. Il y a de nombreux travaux qui sont réalisés sur elle et qui sont en cours encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est une figure un peu contestée de Oui. par ses prises de position. Voilà. Alors justement, j'allais vous dire quels sont, disons, les trois grands éléments de sa pensée. Alors la femme, la défense de la femme dans la société. Euh, son engagement auprès de la classe ouvrière et son catholicisme fervent en fait. Oui, Voilà. d'accord. Et combiner tout ça, mettre tout ça, moi c'est ça que je trouvais intéressant en fait, c'est que tout ça mélangé, ça donne quelque chose d'assez particulier. On n'est pas habitué à ce mélange-là. Et alors, justement, à partir de... Alors, je dis pas de contradiction, parce qu'on voit bien comment ça peut faire une pensée, depuis le catholicisme jusqu'à l'engagement, enfin bref, tout ça est quand même cohérent. Mais comment est-ce qu'à partir de ces morceaux de pensée, et puis de pas très politiquement correct, vous avez conçu votre projet de thèse? C'est-à-dire pourquoi vous l'avez envisagé de cette façon-là, formulé de cette façon-là dans le titre? Alors, pourquoi est-ce que je l'ai formulé comme ça? Parce que, alors, d'abord, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était sa production journalistique. Il y a beaucoup d'écrits dans la presse de l'époque, la presse régionale et ensuite la presse nationale. Donc, c'est une femme qui était très présente, qu'on lisait souvent, enfin, Ah qui oui. apparaissait souvent dans la presse, qui organisait aussi, alors ça plus tard, des rencontres quand elle était à Madrid, tertulias, où elle recevait des écrivains de l'époque, voilà. Et, euh, et ensuite, donc ça, c'est pour ça que bon voilà, la première partie de mon titre, c'était du journalisme, parce que j'ai toute une première partie où je parle de ces articles de presse, et ensuite
évidemment, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la façon euh, dont son engagement est construit à partir de sa foi. Enfin, il y a vraiment un Oui. mouvement voilà, de cet ordre-là. Alors, moi, dans ma thèse, c'est encore le travail qui me resterait à faire, mais j'ai moins parlé de ces œuvres d'après la guerre. Après la guerre civile, elle a continué à produire, mais c'est quelque chose qui m'a, j'allais dire, moins intéressé. Alors, c'est peut-être oui, bon, oui, en réalité, oui, ça m'a moins intéressé que toute la construction de son identité littéraire, en fait. Voilà, comment quelqu'un se construit. Moi, euh, j'étais, euh, j'étais surtout fascinée de voir comment un écrivain se construit. Qu'est-ce qui fait ses idées, comment, voilà, au départ, euh, c'est par petites touches. Enfin, voilà, les petites touches que je retrouvais dans les articles de presse, finalement, ont donné lieu à deux, trois grands romans dans le cadre de Concha Spina qui ont bon, qui sont restés pour la postérité, quoi. Moi, c'était ça qui m'intéressait, de voir vraiment voilà, la construction de l'écriture. Et alors justement, cette écriture, comment vous la voyez se construire? La presse, du coup, c'était un laboratoire où on voyait des motifs, on voyait je sais pas, une syntaxe, des choses comme ça. C'est ça qu'après vous retrouvez dans l'œuvre romanesque? Oui, alors la presse, alors l'écriture de Concha Spina, c'est aussi une écriture très plastique. Elle est, elle a été très influencée alors, elle a été très influencée. Elle a été influencée par le modernisme. Elle a été elle-même, elle était elle-même une fervente admiratrice de gens comme Pereda, de régionalistes. Enfin, euh, ce qu'elle a fait dans la presse, c'est euh, elle a peint sa région. Déjà, elle a commencé comme ça. Voilà, elle a voulu faire connaître donc la Cantabrie, les Asturies ensuite, et son écriture, voilà, c'est une écriture plastique ou impressionniste presque, j'allais dire. Et c'est vrai que les articles de presse sont d'abord un laboratoire qui après vont donner lieu à oui, à des romans où finalement dans lesquels les personnages principaux ne sont que enfin que des. Euh, c'est étonnant de voir comment le personnage de Concha Spina n'est pas forcément très travaillé. C'est plutôt son personnage principal à elle, c'est le paysage, c'est la nature, c'est l'environnement qui l'entoure. Voilà. Alors du coup, ce serait adéquat ou injuste ou restrictif, et dans ma bouche, c'est pas péjoratif, hein, de dire que c'est une écrivaine régionaliste alors? Ah non, pas du tout. Non, je pense que ça peut se dire. Alors après, et c'est là aussi où c'est intéressant, où elle est intéressante, c'est qu'elle n'est pas restée que en Cantabrie aux Asturies, puisqu'après elle est partie. Alors d'abord en Espagne, un de ses grands romans qui s'appelle El Metal de los Muertos parle des mines de Rio Tinto, donc dans le sud de l'Espagne, dans lequel elle est partie avec son fils. Pour faire ce roman, elle a réalisé un vrai travail journalistique d'observation. Elle a dormi sur place, dans le lit d'un ouvrier qui était décédé la veille. Elle est descendue dans la mine, à l'intérieur de la mine. Donc voilà, elle est partie ailleurs en Espagne et elle est partie aussi ensuite à Cuba et alors Ah oui. notamment à Cuba et aux États-Unis. Il faut dire aussi que Concha Spina a vécu la première partie de sa vie, elle l'a vécu au Chili. Elle a suivi son mari au Chili et ensuite elle est rentrée en Espagne avec ses quatre enfants, seule avec ses quatre enfants. Elle s'est installée dans sa région d'origine qui était la Cantabrie. Mais ensuite, après, elle avait déjà un certain âge, puisqu'elle devait avoir entre 50 et 60 ans. Elle est partie aux États-Unis Ouais. parce que son objectif aussi, c'était de créer des liens entre l'Espagne et, et le monde hispanique, voilà, à l'étranger, quoi.
Donc, régionaliste, oui, mais ouverte sur le monde, ouais. sur le monde. Ouais, ouais. Et alors, rétrospectivement, là, maintenant, sont ces trois romans et le lien que vous faites avec l'œuvre journalistique, c'est intéressant parce que c'est en quelque sorte des documents, enfin, des romans comme des documents historiques, c'est-à-dire, voilà, la campagne, comment on y vivait, les mines, etc. Ou c'est une œuvre qui, alors moi, j'aime pas quand on dit ça nous parle toujours au XXIe siècle, etc. Est-ce que c'est une œuvre en soi? Et qui est intéressante, avec des qualités littéraires, je sais pas moi, des techniques narratives qui sont des analepses, des prolepses, en bref. Est-ce que c'est une œuvre littéraire entière ou est-ce que c'est un document historique pour son époque, fin du 19e, début du 20e, voilà. Euh, alors, un document historique, ça c'est sûr, parce que, alors pour son travail, voilà, d'observation, comme on a dit, de recherche, euh, ça c'est évident. Pour son travail aussi sur alors là, je pense à un roman qui s'appelle La Sphinx Malagrata, qui est aussi un de ses grands romans, sur la sur tout elle a mené tout un travail linguistique, la façon de parler des femmes de Malagateria, donc une région dans laquelle aussi elle s'est rendue, et avec un parler très particulier, très régional. Donc il y a tout un travail sur la langue qui a été mené. Historiquement, c'est génial, quoi. Ah, Il y a énormément de choses à tirer des œuvres de cette autrice. Alors après, le côté littéraire qui, moi, m'a le plus plu, c'était la plasticité de son œuvre. Et là, je trouve que pour ça, c'est une œuvre littéraire à part entière sur le côté euh, sur la description de la nature, sur le travail sur la couleur. Enfin, voilà, ça c'est pour le coup, bon, c'est ce dont moi je suis le plus fan, j'allais dire. vous êtes sensible. J'aime. Hmm. Ouais, 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 je suis très sensible voilà, à cette écriture-là. Euh, En fait, voilà. je vais vous préciser le sens de ma question parce qu'il y avait une intention derrière, une Oui, préoccupation personnelle. ah, Je profite moi. que je discute avec des Ah collègues. oui. C'est que je réfléchis beaucoup, moi, en ce moment, au vieillissement des œuvres. Je suis spécialiste de Garcia Marquez. Incontestablement, c'était un grand auteur du XXIe siècle, voire l'auteur par excellence du XXe siècle en Amérique latine, mais je ne suis pas sûre que ce soit un très grand auteur du XXIe siècle. Donc, je m'interroge sur le vieillissement, les problèmes de lisibilité, d'illisibilité, etc. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question de votre auteur. Vous voyez, votre Mm. auteur. Je me demandais si, voilà, c'était intéressant comme moment pour l'histoire littéraire, ou si vous vous dites, non, Oui. mais là, pour des raisons X ou Y, c'est une grande auteure du XXIe siècle aussi. Ça me paraît difficile, ouais, qu'elle soit c'est très personnel après ce que je vais dire, Ah mais bah, oui, ouais, ouais, bon, on est là pour ça aussi, bien sûr. mais son écriture, malgré tout, a été bridée, je crois, et c'est aussi ça qui m'a intéressée, par des valeurs, par une époque dans laquelle on ne pouvait pas, peut-être pas s'exprimer comme on s'exprimerait aujourd'hui avec la même facilité, par des difficultés financières, par euh, sa cécité aussi, puisqu'elle est devenue aveugle, alors c'était vers la fin de sa vie, mais enfin quand même, elle continue à écrire malgré son handicap. Et du coup, oui, on ressent, aujourd'hui, nous, lecteurs voilà, du XXIe siècle, on ressent qu'il y a quelque chose qui a été freiné. Oui, d'accord. Et Je c'est pour ça comprends. que, voilà, je trouve que j'aurais du mal à dire de façon très assumée, oui, oui, bien sûr, ça peut être une auteure, voilà, une autrice du XXIe siècle, sans problème, on peut la relire, c'est fascinant. C'est difficile déjà parce que le vocabulaire est difficile parfois. Il est dans certaines œuvres, dont l'Esprit Malagata, j'ai eu du mal à le lire. Moi, au début,
je devais avoir un dictionnaire à côté, Ah c'était ouais. compliqué, c'était ardu, c'était euh, et donc bon, là je dirais que plus compliqué, ouais, ouais. Bon, et alors justement, pour les Espagnols aujourd'hui en 2026, c'est qui? Enfin, elle existe autour de deux, trois mots-clés comme le Marquez avec le réalisme magique, la Bible de l'Amérique latine, ou bah, elle est complètement oubliée des mémoires des universitaires. Alors Conchespina, bon, à part l'arrêt de métro là à côté du Bernabéu, euh, ah, on a réussi à garder son nom parce que tous ces noms-là qui, qui ont un petit, qui rappellent un petit peu une certaine période, une certaine filiation. Enfin voilà, bon Oui, c'est bref, ça, c'est ça. on les a, voilà, on les a Mm. un petit peu enlevés. Conchespina, pour l'instant, elle existe encore dans les rues de Madrid notamment. Mais mais bon, alors, si, alors, 2017-2018, il y a eu un travail de récupération par notamment Radio Nacional d'Espagne qui a fait deux documents radiophoniques qui sont très bien, où en plus, où on a récupéré certaines archives personnelles de l'autrice. Moi, j'étais ravie d'entendre sa voix. Ça, c'était un truc. Moi, j'étais, bon, voilà, toute contente de pouvoir entendre, voilà, sa voix à la radio. Je l'avais jamais entendue. Ça m'a fait le même effet que quand j'ai entendu la voix de mon grand-père que je n'ai jamais connu, le père de mon père. Mon père et ma tante avaient eu la bonne idée de l'enregistrer et voilà, j'étais super contente. Ah bah Et oui. là, c'était pareil. Je me suis dit, ah ben, génial, je travaille sur une femme que je la connais, je la lis, voilà, mais je l'ai jamais entendue. Et là, c'était super. Mais mis à part ces deux travaux, on n'en entend pas beaucoup parler encore aujourd'hui. Alors, il y a eu des thèses qui ont été faites. J'avais rencontré dans le cadre de mes recherches une autre collègue espagnole qui travaillait aux archives à Santander et qui à l'Hemeroteca de Santander et qui m'avait et avec qui on avait parlé, qui avait pour projet de poursuivre un travail de thèse sur ben, notamment tout ce qui est les publications dans la presse. Et alors, il y a eu deux, trois thèses, une thèse en France d'ailleurs de Gérard Lavergne qui a fait une thèse très riche sur elle, mais pour l'instant en Espagne, Oui. c'est pas encore, voilà, de Bon. ce que je sache. Alors, on a un colloque là qui se prépare à Madrid en novembre, qui va reprendre toute la génération de 1927. Et Concha est cité dans l'appel pour ce colloque. Et donc, bon, ce sera l'occasion d'en parler et d'en reparler. Et j'espère que ça pourra donner lieu à une réflexion aussi sur qu'est-ce qu'on fait de ces auteurs, de ces autrices qui finalement méritent quand même une certaine place euh, en Espagne, qui ont beaucoup produit et qui finalement sont restés bon, un peu oubliés. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu, ça me fait un petit peu de peine quand même. Oui, oui. Non, mais oui, enfin, là, bah, ce sera l'occasion, ce colloque, je dirais pas de l'exhumer, n'exagérons rien, mais au moins de faire valoir la qualité de son travail et de sa pensée, quoi. Oui, oui, oui. Alors, en quelques phrases, quelle est la thèse de votre thèse? Concrètement, vous avez l'impression que vous avez démontré quoi? Alors, d'abord qu'elle a toute sa place ben, auprès enfin, dans l'histoire de la littérature du début du XXe siècle en Espagne. Elle a sa place. Ma thèse, c'est d'abord une mise en lumière d'un travail qui a été voilà, qui a été prolifique et, euh, et qui mérite voilà, qui mérite d'être reconnu pour. Alors peut-être pas pour tout. C'est vrai que bon, ben, voilà, elle a beaucoup écrit, donc tout n'est pas forcément Ça n'a pas passe pas le besoin cap, d'être retenu. bien sûr. Voilà, voilà. Mais euh, mais voilà, bon, c'est d'abord une mise en lumière. Et puis ensuite, alors euh, ce que j'ai alors ce que j'ai pu démontrer, mais là, c'est pareil. Ça a été un peu, bah, d'ailleurs, ça a été pendant la soutenance, ça a été quelque chose de.
et qui a été discuté, c'est le fait qu'il faut remettre un auteur, oui, un auteur dans son contexte. C'est difficile, nous, avec notre regard du 21e, de venir juger, euh, parce que c'est ce qui a été fait avec cette femme, venir juger des œuvres si on ne les met pas dans le contexte, enfin voilà, dans leur contexte historique. Et, et on, voilà, moi je pense qu'on peut travailler, enfin, oui, on peut travailler sur des auteurs qui à un moment donné, voilà, ont adhéré à une idéologie qui n'est pas la nôtre, que l'on ne partage pas. Et parce que c'était ça aussi, c'était une des difficultés que moi j'ai rencontrées dans ma thèse, c'était que ben, je partageais pas forcément, certains écrits ont été durs à lire, Oui. déjà par la langue qui était difficile, mais aussi Contenu, par oui. certaines idéologies, voilà, ouais. Et ça c'était difficile. Et finalement, on peut travailler dessus et on peut se détacher voilà, de leur pensée et de leur pensée du moment. Et c'est difficile, c'est aussi un travail sur soi que de se dire bon ben je vais accepter, je vais pas la détester, je vais aller creuser, je vais accepter aussi le fait que ben oui peut-être qu'elle avait pas les mêmes conditions de vie que moi, elle avait peut-être pas voilà peut-être pas la même façon de penser et c'est pas grave et on travaille sur son œuvre et voilà. Euh, donc je dirais que la thèse de ma thèse c'est que voilà, un auteur ne mérite pas d'être oublié par ses, par ses idéologies, parce que d'abord, dans un premier temps, parce que toute une vie n'est pas, enfin voilà, une vie c'est long, notamment celle de Conchespina, elle a été longue, donc voilà, elle a, C'est un ensemble, oui. Il faut prendre un c'est un parcours. ensemble. Ouais. Voilà, c'est un parcours, c'est un ensemble, et quand on travaille l'ensemble, on se rend compte que, bah oui, en fait, oui, on peut comprendre aussi pourquoi elle a adhéré à une certaine idéologie, pourquoi, enfin voilà. Bon, Ouais, je comprends très bien. Ouais. voilà. Et alors, à part, en dehors du rôle qu'a joué votre directrice de thèse, rôle sur lequel vous pouvez revenir, est-ce qu'il y a des gens qui ont été importants dans ce parcours de thésarde? Alors, j'ai un autre professeur avec qui, bah, c'est le professeur avec qui j'avais commencé à travailler ma maîtrise et mon master, qui est Monsieur Christian Manceau de l'Université de Pau, qui m'a énormément guidée dans le travail. Alors même si je travaillais avec Madame Thion, euh, qui m'a énormément soutenue et qui a eu l'intelligence aussi de me faire beaucoup participer à des colloques. Enfin voilà, elle m'a fait rencontrer beaucoup de gens différents. Elle m'a obligée, ce qui n'était pas non plus un travail facile pour moi, parce que moi, j'aime bien écrire, mais parler, c'est plus difficile. Parler en public, ça a toujours été, surtout au début, c'était difficile. Euh, elle m'a, elle m'a obligée aussi à faire ce travail-là, d'aller assumer mon travail, en fait. Et ça, c'était super. Et Monsieur Manceau, lui, m'a énormément aidé sur tout ce qui était comprendre l'écriture, cette écriture plastique dont je parlais au début de Concha Spina. Et voilà, lui, il a joué un rôle fondamental dans ma thèse que, euh, que j'aurais pu lâcher à certains moments parce que ça a été enfin, ça a été long, ça a été presque 10 ans de travail et au bout d'un moment, quand j'ai Espina, j'en avais marre. Et c'est aussi lui qui m'a dit, mais non, ne lâchez pas, il faut continuer. Bien sûr que c'est difficile, mais voilà. Donc là, comme ça, c'est à lui que je pense. Alors, vous venez justement d'aborder la question des difficultés parce qu'on en rencontre tous, notamment, vous l'avez dit, et c'est bien, c'est une grande honnêteté. Souvent, c'est un peu des choses qu'on cache, c'est la lassitude à l'égard de son sujet. Oui, Et est-ce qu'il y a, et puis, bon, là, en l'occurrence, vous, en plus, vous deviez défendre votre auteur, cachez-moi cet auteur que je ne saurais voir. Euh, voilà, oui.
Je vois très bien, très bien. Moi, c'est pas, enfin, maintenant, aujourd'hui, il y a le problème de la pédophilie au sein de son œuvre. Mais à l'époque, c'était un auteur trop populaire. Donc, à chaque fois, je devais défendre de travailler sur un auteur qui vendait des dizaines de millions de livres et que je valais mieux que ça, qu'il était temps que je travaille sur des gens sérieux. Bref, donc je vois très bien. Mais à part ces difficultés-là, est-ce qu'il y en a eu d'autres de nature, je sais pas, problème d'écriture ou ce genre de choses? Oui, bah, le problème de confiance en soi, de confiance en son écriture, de se dire, ben non, en fait, ce que j'écris, ça va pas du tout. Puis quel est mon, j'ai, je n'ai aucune légitimité pour dire ce que je dis. Moi, j'ai beaucoup ressenti ce problème de confiance et puis de manque de légitimité, parce que je me disais, mais non, ça va pas, c'est pas du tout. Et puis tu parles de ça, mais tu t'y connais pas suffisamment. J'avais l'impression, enfin, voilà, j'avais l'impression qu'il fallait beaucoup connaître énormément de choses pour pouvoir défendre une thèse. Et ça a été, bon, ça a été une de mes difficultés après très personnelle. Hein, voilà. La, une autre des difficultés, je dirais que c'est la bibliographie, parce que moi, voilà, j'ai commencé à faire mes recherches, tout ça machin, et puis je notais évidemment euh, les, les œuvres sur lesquelles je travaillais, enfin voilà, enfin, tout le travail bibliographique était noté par-ci par-là machin. Mais en fait, au moment où, quand il a fallu organiser tout ça, réorganiser tout ça, je me suis retrouvée face à énormément Pierre, oui. comment, pardon? De matière? Oui, de matière, enfin de matière bibliographique, enfin voilà. Et puis j'en avais partout. Et je me suis dit, oh là là, ça c'était. Et ça a été une difficulté de travailler la bibliographie, en fait, de tout reprendre, de tout classer, de. Voilà. Ça a été compliqué. Bon, enfin, une fois que toutes ces difficultés sont dépassées, arrive le jour de la soutenance. Alors, commencez par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury. Oui. Alors, donc, en présidence, donc, c'était Monsieur Christian Manceau, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je reprends les noms parce que c'est en 2019, alors je vois encore leur visage, mais j'ai pas forcément tous les noms. Donc, Madame Raquel Gutiérrez Sebastián, qui était une professeure à l'université de Cantabria, Madame Ips Lisorgue, et Madame Rivalan Guego, de l'université de Rennes. Et évidemment, ma directrice de thèse, Madame Thion. Et alors, quel souvenir est-ce que vous gardez? Alors, je vais vous demander de la soutenance, mais pas que de la soutenance, la journée en général. Parce que souvent, on me dit ah, mais attendez, il faut que je vous raconte parce que ce matin-là, il y avait une grève affreuse ou la tempête de neige de je sais pas quoi. Donc, est-ce qu'il y a des souvenirs en général de cette journée et après la Oui. soutenance proprement dite? Alors, quand j'ai soutenu ma thèse, bon, ça c'est très personnel, mais c'est aussi pour dire, parce que ça fait partie bah, de la vie, et la thèse nous suit aussi dans notre parcours de vie. Ma mère, que j'ai perdue depuis, tenait à assister à ma soutenance. Elle était très malade. Donc, on avait tout fait pour qu'elle soit là. Et elle était là. Et elle était là. Et donc, le souvenir que je garde de ma soutenance, c'est le regard de ma mère. Voilà. Donc, c'est très personnel. Mais voilà, je sais que elle n'était pas en forme, elle était pas bien, mais elle était heureuse d'être là. Donc, j'avais toujours un regard, voilà, à me dire, voilà, est-ce qu'elle est Ça va. contente, est-ce qu'elle est fière? Et, et c'est aussi d'ailleurs un des moteurs qui m'a, quand on parlait de la lassitude de la thèse, de l'auteur, c'était aussi l'un de mes moteurs de me dire, en fait, la thèse, on l'a fait pour soi, mais on est toujours porté par l'entourage qui nous aide et qui nous pousse et qui nous dit, mais non, mais si, mais tiens le coup, bien sûr que c'est super ce que tu fais. Et, et voilà, donc le jour de la soutenance, je garde déjà ce souvenir-là. Ça, c'était très important pour moi. Je comprends, ouais. Et puis, bon, bah, évidemment, un stress, on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Euh,
Quand quand les questions commencent à être posées dans ces longs monologues d'une demi-heure, alors moi je commençais à noter toutes mes questions et puis après je me rendais compte que bon, c'était peut-être pas la peine de toutes les noter, j'allais y répondre au fur et à mesure et que voilà. Mais voilà, euh, c'était un jour bah, forcément très particulier, mais je me suis pas sentie aussi mal que j'aurais cru. Je pensais que j'allais beaucoup stresser parce que, et puis finalement non, parce que c'était l'aboutissement. Je me disais, ah ça y est, voilà, enfin, voilà, je suis contente. Je vais pas dire que c'est comme un accouchement, mais enfin bon, voilà, ça y est, Un il est peu là. quand même, un peu. Oui, hein, bah, c'est un peu l'idée, oui, c'est bah, voilà, c'est là, euh, on, on présente notre travail, on écoute les retours sur notre travail, on sait aussi un petit peu ce qui va se dire, donc ça c'est bien, on a pu s'y préparer et on est fiers, on est soulagés de pouvoir en arriver là, quoi. Ouais. Est-ce que ça vous a rassuré sur la... Parce que c'est le principe l'universitaire lambda, il est poursuivi par le syndrome de l'imposteur. Je veux dire, c'est presque consubstantiel. Se demander si on est légitime, est-ce que ce qu'on raconte c'est suffisamment étayé, est-ce qu'on a assez lu. Bon, bref, c'est le processus normal. Et vous, est-ce que le fait qu'à un moment donné, le jury était debout devant vous et de manière solennelle, ritualisée, vous a dit, voilà, après vous avoir lu, après vous avoir entendu, après avoir débattu avec vous et après avoir délibéré, hein, le jury a décidé de vous déclarer docteur de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Est-ce que ça, là, cette formule, ça vous a rassuré quant à la question de votre légitimité? Sur le moment, certainement, j'étais contente, j'étais fière, mais je pense qu'il va me falloir encore pas mal de séances de psy hein, pour être légitime, de me rendre légitime complètement sur le travail. Euh, bon, après, c'est vrai que c'est quand même très, ça contribue là justement pour notre entretien. J'ai quand même relu le rapport de soutenance, et puis je Ah me oui? dis, bon, ben c'est bien. Des choses que j'avais pas forcément lues avec le même regard il y a 6 ans, 6, 7 ans maintenant. Je les lis différemment. Je me dis, ah oui, mais en fait, moi j'avais pris ça comme presque une attaque. C'était pas, voilà. Et en fait, non, non, pas du tout. C'était pas, c'était très sensé. Et puis, ça voulait dire ça et parce que moi j'avais imaginé. Donc, Ah ouais, ouais. même avec le recul, ça m'aide à davantage prendre confiance. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on avait cru ce que j'avais dit, on avait lu ce que j'avais dit, on y avait prêté un intérêt certain, et en plus on me l'avait corrigé ou plutôt orienté pour que je réfléchisse d'une autre façon. Et, et ça aussi, en réalité, c'était très positif. Donc maintenant, j'ai plutôt ce regard-là par rapport à ce que j'avais sur le moment où on arrive, on est un petit peu à fleur de peau sur notre thèse. On a travaillé ça pendant je ne sais pas combien d'années. Et puis là, on prend un petit peu tout ce qui est négatif comme une attaque, alors que pas du tout. Ouais. Voilà. On est sensible. Mais c'est Ah intéressant. oui, Parce que c'est une question que j'ai jamais posée et je crois que dorénavant, je vais la mettre à mon répertoire. Le coup de avez-vous relu rétrospectivement le rapport? Vous avez tout à fait ouais. raison. Et c'est marrant que vous disiez sur le coup, bah, j'étais comme une chatte à qui on prendrait un chaton. Et finalement, vous êtes capable de lire rétrospectivement de manière avec plus de hauteur ce qu'on vous a conseillé. Oui, Ouais, oui, c'est oui, bien oui, ça. oui. Ouais, Oui, c'est oui. bien ça. Oui, et puis ça nous replonge dans cette journée-là d'ailleurs, parce on revoit on revoit ce que les gens nous disent, ce que Ouais. les professeurs qui sont là devant nous nous disent, on voit d'une certaine façon, puis en fait pas du tout. C'est marrant, c'est comme si on revoyait un film qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans, et puis on le revoit, on se dit ah ouais, en fait ça c'était drôle, mais j'ai pas rigolé. Et quand je suis que spécialiste, c'est beaucoup plus le protagoniste, c'est beaucoup plus marrant. Mais alors, est-ce que vous Oui, avez ça, vous me parlez de film, une image. une image. Ah ben oui, mais je vais revenir sur mon côté. C'est le regard, enfin, c'est le regard de ma Ouais, mère quand elle a applaudi. ouais, Ouais, voilà. Et ouais, alors, je comprends. c'était ça. Euh, et puis, toujours ce monsieur Manceau. Monsieur Manceau, il faut savoir que voilà, c'est quelqu'un que j'estime énormément. C'est une montagne. Je le connais Voilà. bien, ouais. Oui, ouais, bah oui, oui. Et lui, bon, ben voilà, euh, avec sa fougue, sa passion, sa façon de. Et c'est
c'est lui que je revois là, tout de suite. D'accord. Bon. Mais bon, je revois tellement de choses. Ma directrice de thèse aussi, qui est géniale et que j'aime beaucoup, qui m'a énormément aidée. Bon, donc ça reste une bonne journée, en substance. Ça reste une bonne journée. Oui, 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 D'accord. oui, oui, oui. Et alors, question qui m'amuse, le lendemain matin, quand vous vous êtes réveillé, est-ce que vous vous êtes dit, bon, ah, il faut que je me mette à ma thèse. Ah non, je l'ai soutenue hier. Euh, En fait, alors, je ne sais pas si c'était le lendemain matin, mais en effet, ah oui, oui, ça a été un soulagement après de me dire, ah ouf, ah oui, c'est un C'est poids, fait, c'est ouais, fait. ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est un point en moins. Maintenant, je vais pouvoir euh, aussi lire d'autres choses, ne pas la laisser de côté, mais lire d'autres choses, faire d'autres choses, et puis certainement y revenir à un moment ou un autre. Donc, Vous en avez rêvé de la thèse avant la soutenance? Vous faisiez des cauchemars, euh, vous aviez tout oublié, la thèse était perdue, le fichier avait été volé par la CIA, enfin, je sais pas. bon, certainement, vu ma façon d'être, oui, je me souviens plus vraiment, mais oui, j'ai dû faire des petits cauchemars là-dessus. Oui, 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 Ok. oui. Moi, je Bon. suis je suis quand même une anxieuse, une grande anxieuse, donc c'est vrai que oui, j'ai dû faire. Alors, par contre, j'ai pas de très mauvais souvenirs par exemple, l'année j'ai rédigé la dernière année, on va dire, où c'était celle où il a fallu le plus entrer dans la rédaction, j'ai pas non plus de très mauvais souvenirs, de trop mauvais souvenirs de cette période-là. Bon. Il fallait le faire, je le faisais. Euh, Finalement, c'était presque cocooning, quoi, de se retrouver dans quelque chose qu'on connaît. Voilà, j'allais souvent à la, à la BU pour aller travailler là-bas, pour aller rédiger là-bas. C'était mon endroit, c'était ma bulle. Finalement, j'en garde pas un si mauvais souvenir que ça. Bon, ça, c'est le truc de l'accouchement, après coup, on oublie. Euh, Oui, c'est ça. C'est ça. est-ce qu'il y a une chose que vous feriez différemment? Dis non, Une chose, là, je me suis trompée. Alors, peut-être c'est pas nécessairement une page ou une référence ou un truc comme ça, mais ça peut être une façon de travailler. Vous dites non, mais là, je vois bien que je me suis trompée en faisant comme ça. je me suis un peu éparpillée au début. Mais bon, est-ce que c'est pas finalement, est-ce que c'est pas peut-être assez fréquent de s'éparpiller, on ne sait pas trop, voilà, où est-ce qu'on va. Et euh, j'en ai pas parlé là, quand on a parlé des difficultés, mais le fait de ne pas avoir euh, enfin de ne pas avoir. La construction du plan a été compliquée, de Ah oui, savoir où est-ce que j'allais aller, comment j'allais, qu'est-ce que j'allais. Parce que bon, alors moi je voulais essayer de travailler sur l'œuvre entière de Concha Spina. Bon, et en réalité c'était immense, c'est un parcours, c'est une vie. Euh, C'était trop. Et construire le plan, ça a été une de mes difficultés. Et je pense que j'aurais peut-être réfléchi plus tôt au plan, parce que finalement, j'ai passé beaucoup de temps sur cette thèse, parce que je travaillais en même temps. J'étais enseignante en même temps. Voilà, j'ai pas eu une thèse financée, donc elle a duré longtemps. Et donc je la travaillais, puis je la lâchais un petit peu parce qu'il y avait d'autres projets, puis je revenais dessus. Puis finalement, ces va-et-vient, euh, je sais pas s'ils sont si bons que ça parce qu'il y a quand même un effet, je m'éparpille et peut-être un que rythme. Un ouais, rythme, voilà. compris, oui. Peut-être que j'aurais dû travailler un peu mieux le rythme. Voilà, c'est ça. Je comprends. Euh, ouais, c'est ça, je pense. Et alors, dans quelle mesure est-ce que la chercheuse et l'enseignante que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail-là? Hum, euh, c'est difficile comme question parce que oui, ça suppose de savoir qu'est-ce que ce travail, qu'est-ce que cette thèse a laissé en nous, parce qu'il y a forcément, voilà, ça Ça, a c'est le forcément sens de cette laissé. question, voilà. Oui, oui, ça nous a forcément marqué. Euh, euh, peut-être, hum, peut-être que je suis plus curieuse finalement de nouveaux auteurs. Je ne sais pas si ça vient de là ou pas, mais le fait d'avoir euh, j'ai dû lire forcément pas mal
de choses que je n'aurais pas lues en fait en temps normal pour Concha Spina et des choses où, d'abord je me serais dit oh non mais ça c'est pas non ça va pas ça va pas me plaire c'est pas quelque chose et puis finalement ben, comme j'étais obligée de le faire pour travailler sur cette œuvre donc, ben, voilà il fallait que je le travaille que je lise et puis finalement j'y trouvé un certain plaisir et aujourd'hui je me rends compte que j'arrive à aller plus facilement vers Ouais. des lectures que je n'aurais pas par exemple et puis ça m'a donné une certaine confiance pour faire des choses que je n'aurais pas faites non plus parce que j'aurais estimé que c'est trop difficile pour moi. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, finalement, bon, ben, je l'ai fait bien ou je l'ai fait pas bien, bon, voilà, mais au moins je l'ai fait. Je tente quelque chose. Et ça, je pense que c'est beaucoup la thèse. Grâce à Ouais. la thèse, ouais. Et alors, est-ce que vous seriez une prof différente si vous n'aviez pas fait de thèse ou là, pour ce côté-là, ça change rien? Alors, euh, hmm, si, je pense que si, je pense que ça change parce que, alors déjà, si j'avais commencé une thèse et que je l'avais arrêtée, parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais arrêter. Là, je pense que je l'aurais mal vécu. Finalement, ça m'aurait poursuivi. En fait, même dans mon enseignement, je me serais dit, ben non, voilà. Et, et alors ça, d'une part. Euh, et d'autre part, j'ai perdu mon idée, mais parce que je reste beaucoup sur cette idée-là qui me vient. C'est-à-dire que si j'avais arrêté ma thèse, je pense que Ouais. Une certaine aigreur? je serais Une, comment? une aigreur? Une aigreur, ouais, 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 un regret. Je me serais Ouais. dit, bah non, je suis pas allée au bout de ce que je pouvais faire, de ce que je devais faire. Je demande à mes élèves d'aller au bout, et puis moi-même, j'y suis pas allée. Donc, Donc non, ça c'est quelque chose et, et voilà mes élèves ou mes étudiants quand ils me disent ben non là je vais arrêter c'est trop dur surtout les étudiants d'ailleurs non je vais arrêter parce que ben, vraiment je j'y arrive pas les partiels j'ai pas réussi ben je leur dis mais si en fait enfin si tu peux ou vous pouvez ça dépend des cas d'ailleurs mais vous pouvez y aller vous pouvez franchement vous pouvez le faire moi je l'ai fait vous pouvez le faire et ça c'est quelque chose que je me dis non franchement euh, on a enfin voilà le, le chemin se construit petit à petit, et puis voilà, et il se fait, et voilà, et en réalité, on peut faire plein de choses, je pense. Ouais, non, mais c'est vrai, faut se faire confiance, parce qu'il y a la volonté, bon, d'accord, mais il y a la confiance qu'on peut avoir en soi. Oui, 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 oui. Alors, ok, donc vous avez lu votre rapport, mais Oui. est-ce que vous avez relu votre thèse? Alors, oui, j'ai relu ma thèse, alors pas entièrement, pas de façon suivie, je l'ai relu euh, un chapitre puis un autre, ben, notamment parce que bon après j'ai continué à participer à certains colloques et donc il y a certains aspects de ma thèse qui me sont utiles, donc je me replonge dedans, je me remets dedans. Donc oui, 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 mais je pense que la question suivante, ça va être bon. alors, quand vous Alors, plongez dedans, bah, c'est-à-dire, est-ce que vous croisez des pages où vous vous dites, ah, quand même, c'est moi qui ai écrit ce truc, et puis d'autres pages où vous vous dites, pff, franchement, c'est pas ah bah terrible. oui, Oui? ah oui, oui, complètement, oui, oui, complètement. Je me dis, aïe, 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 mais qu'est-ce que tu as écrit là? Ça va pas du tout. Enfin, ça va pas. Sur le fond, alors le fond, je suis encore à peu près, ça va. Le fond, je me dis, bon, d'accord, de toute façon. Mais alors la forme, des fois, je me dis, non, ça va pas. Ça, je pourrais le retravailler, je pourrais l'écrire autrement, je pourrais le faire de façon plus synthétique aussi, parce que, bon, ouais, je remarque aussi un manque de synthèse assez flagrant quand je relis ma thèse, pas partout, mais à certains passages où je me dis, bah là, j'aurais pu dire la même chose, mais de façon beaucoup plus directe, en assumant d'ailleurs complètement ce que je veux dire. Voilà, je le dis, je l'écris, et puis je remarque que dans ma thèse, il y avait parfois une petite façon un peu détournée d'exprimer certaines choses. Bon, ben non, en fait, on les dit, ça peut être dit d'une autre façon. Bon, et ça après, Oui. voilà, bon. On prend du recul. En même temps, heureusement, parce que si on trouvait sa thèse Oui, trop bien 10 ans plus oui, tard, ce serait un peu inquiétant quand même. oui, Et oui, 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 c'est la sûr. thèse, elle est où à la maison? Alors là, vous l'avez sortie parce que, il fallait la reprendre, hein. Mais Voilà. non, elle est au fin fond de la cave, genre le vieux machin qu'on laisse pourrir, ou non, elle trône sur la cheminée du salon. Alors non, non, ni l'un ni l'autre. Elle sert pas
de support, un meuble un peu bancal. bancal, mais en même temps, elle est dans une classée sur une étagère, mais voilà, sans mise en valeur particulière. Pas de fétichisme de l'objet thèse. Pas de fétichisme, non, non. Non, non. Une D'accord. petite fierté quand même de le dire parfois quand on en parle avec des amis, bah, pourquoi pas, hein. Bah oui, 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 moi j'ai fait ma thèse. Ah bah oui, c'est tout ça. Ah bah oui, oui, oui. Ah mais t'as vraiment écrit tout ça? Ah bah oui, oui, oui. Bah, oui, oui, Mais on est tous là, hein. bah oui, voilà. Mais sans fétichisme particulier, non. Bon. Alors, quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? Alors déjà d'être entouré, je pense, parce que c'est quand même important par d'autres doctorants, peut-être voilà, de créer des liens avec d'autres, parce que je ne sais pas si c'était parce que c'était mon cas, mais et parce que je l'ai étalé, que je n'étais pas forcément, voilà, je travaillais en même temps, donc j'ai fait un travail très solitaire dans la thèse, j'étais très seule, surtout au début. Alors pas vers la fin, mais alors au début, les premières années, j'allais dire presque les 6 premières années, j'étais très seule. Et ça c'est dur parce on peut pas en parler. Alors il y a la famille qui vous dit mais si c'est très bien. Bon, on sait que non, c'est pas tout n'est pas très bien. Euh, alors heureusement, j'avais une directrice de thèse qui était très présente et ça, je l'en remercie énormément parce que c'est vrai que c'est super important d'être guidé, cadré, d'avoir des lectures, enfin des retours sur son travail de façon Ouais. régulière. Mais sinon, voilà, le premier conseil, ce serait vraiment de s'entourer d'autres doctorants, d'autres personnes qui font le même travail que soi, pour pouvoir partager, pour pouvoir juste écouter, pour pouvoir juste se relâcher quand il faut dire oh, j'en ai marre, ça m'énerve, voilà. Ouais. Et puis ensuite, je reviendrai sur la bibliographie. Vraiment, peut-être dès le départ, connaître le bon logiciel qui classe bien pour pas avoir après un énorme travail euh, de recherche, d'aller chercher telle ou telle citation, où est-ce que c'était, mince, je me suis perdue, c'est pas ce, voilà. Ouais. Donc, D'être ça, rigoureux ce au serait peut-être, début. Ouais. D'être plus rigoureux au ouais. début sur la façon de gérer sa biblio et ses références Oui, surtout. ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est Oui, important. je pense que la thèse, c'est quand même, ça demande quand même une certaine rigueur, même on ne peut pas l'être. Moi, je suis pas quelqu'un de très rigoureux, loin de là, mais je pense que ça implique une certaine rigueur et il faut s'y tenir. Et ça paye énormément à la fin. Le fait d'être un petit peu organisé, quand même, bon, ça aide. C'est pas mal, ouais. Alors, pour finir, je vais vous demander de prendre votre thèse, Oui. de nous lire la première phrase et de nous faire un commentaire. Rétrospectivement, qu'est-ce que vous en pensez de ce début? Très bien. Alors, ce sera donc le début de l'introduction. Oui. Il y a de cela 150 ans, naissait le 15 avril 1869 à Santander, María de la Concepción Jesús Basilia Rodríguez Espina y García Tagle, plus connue sous le nom de Concha Espina. Elle traversa la première partie du siècle dernier et s'éteignit à Madrid le 19 mai 1955. Alors, Ça, c'est les deux premières phrases. Voilà. Alors, c'est pas du tout original, bon, mais ça dit ce que ça veut dire. On va parler on va essayer de parler du parcours de vie de cette femme. Rétrospectivement, j'aurais certainement commencé différemment, ah oui? mais je pense, ouais, je pense, parce que j'ai l'impression, oui, voilà, en relisant ça, je me dis, oh là là, bon, ça part, je sais pas, alors pas comme un roman, quoi, mais bon, il y a de cela, machin, 150 ans. Bon, j'aurais peut-être trouvé une formule plus, là aussi, plus synthétique, quelque chose de plus percutant dès le début. Mais bon, euh, j'ai- j'avais pas non plus, j'ai rien dû trouver j'ai rien dû trouver de plus original, de plus percutant, et je pense que j'avais pas non plus envie de prendre beaucoup de risques, voilà. Informatif. D'ailleurs, comment? Du coup, c'était informatif. Informatif, voilà. Et puis l'introduction, c'est quelque chose qu'on travaille, enfin que moi je me souviens avoir travaillé après avoir fait tout le travail de rédaction de la thèse, voilà. Et là aussi, je me dis peut-être que j'aurais pu y réfléchir un petit peu avant comment j'allais, voilà, introduire les choses, voilà. Alors que c'est un travail que j'ai laissé pour la fin, pour la toute fin. Bon. Après, bon, c'est pas grave. Voilà, ce début, il n'est pas original, mais bon, ils disent ce que ça veut dire.
on va parler de cette femme et puis voilà. Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui aient des premières phrases de thèse qui soient ébouriffantes. Bon, Peut-être, oui, c'est vrai. Et c'est peut-être pas le lieu d'ailleurs. Oui, peut-être que c'est pas peut-être là. pas, On n'est pas peut-être là, pas, peut-être pas. peut-être Je me pas. souviens d'une Donc bon. collègue, Élodie Blestel, qui, je ne me la rappelle pas de la phrase, mais une thèse en linguistique où la première phrase était absolument hilarante, mais Ah oui, nous autres pauvres mortels, nous avons fait des premières phrases d'une banalité à pleurer, quoi. ben oui, oui, Eh, c'est ça. Merci beaucoup pour cet entretien et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et Je moi. vous en prie. Merci beaucoup.